Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui un livre que j'attendais depuis un petit moment. Sa sortie, c'est un livre magnifique. Je remercie Isabelle des éditions Très Daniel. Donc là, c'est des éditions Vega. Donc c'est un label des éditions Très Daniel qui m'a envoyé le grand livre secret des gnomes, lutins et farfadets de Richard Elie et de l'illustratrice Charline. Donc il est sorti aux éditions Vega. Alors on l'attendait depuis un petit moment. C'est un petit bijou. Il est trop mignon. Alors j'adore déjà la couverture, trop beau. Moi, j'adore, ça me parle totalement et je trouve qu'il est arrivé au bon moment. Car on va rentrer dans une saison où justement, je trouve que la magie du petit peuple ressort encore plus à l'automne. Enfin, c'est mon idée à moi, en tout cas. Mais en tout cas, l'illustration déjà sur la couverture me plaît beaucoup. Donc vous allez entendre ma petite plume qui est en train de faire son gratte-gratte. Donc voilà. Je ne sais pas si vous l'entendrez au son, mais voilà. Alors, dans les vieux jardins, les cours de ferme et les anciennes bâtisses, vivent les gnomes utiles, gardiens des lieux et des foyers. Un peu plus loin dans la campagne voisine, traînant sous les haies, aux lisières des bois, ou côtoyant les mares, les lutins, jouent mille farces aux promeneurs, chapardent des victuailles ou tout objet ayant piqué leur curiosité. Et dans les coins les plus sauvages, à la cime des montagnes, dans les marais perdus et les profondes forêts, résident les farfadets, insaisissables petits sauvageons et parfaits élémentaires. Au travers d'histoires et d'anecdotes glanées par Richard Elie lors de ses voyages en féerie, ce beau livre richement illustré par Charline, ayant reçu des fées le don de les dessiner, vous entraîne sur les traces de ses bons voisins ou incorrigibles farceurs. Un grimoire secret pour tout connaître des mœurs lutines et passer un long et beau moment en leur petite compagnie. Richard Elie est herboriste, ethnobotaniste. Il est l'auteur du grand livre des esprits de la nature, du grand livre des esprits de la maison, du grand livre des esprits de Noël paru chez le même éditeur. Illustratrice passionnée par la nature et la féerie depuis l'enfance, Charline crée un univers poétique empli de petits personnages singuliers. L'aquarelle et les crayonnés lui permettent de réaliser leur atmosphère et scènes détaillées que l'on retrouve dans plusieurs de ses ouvrages. Alors il y a 180 pages. Il est au prix de 24,90 € ou 24,90 €, bien ce que je dis. Contact presse, donc ça c'est voilà, ça c'est personnel. Voilà, donc à présent, je vais donc présenter le livre. Il est superbe. Magnifique. Regardez-moi cette couverture. Il est trop mignon. Alors, j'aime vraiment beaucoup. Regardez-moi l'arrière. Alors, on représente donc tous les petits peuples ici. Là. Alors, je vais reculer mon petit lutin qui est venu m'accompagner. C'est mon petit lutin du foyer qui me joue de la musique. Voilà. Non, si on le peut, on va le mettre ici. Hop. Non, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, voilà. Mais bon. Alors, bon, c'est pas évident, hein. Pas la place. Un magnifique livre rempli de magie. Il est vraiment un grimoire. Pour Harry, mon lutin des jardins, Richard, aux amis du petit peuple, Charline. Alors, une qualité, vraiment un très, très, très bon qualité de papier. Hein. Il a un côté semi-brillant, je dirais, comme ça. Donc, c'est un très, très beau livre. Hein, donc, parce que déjà, la couverture arrive semi-rigide, je dirais. C'est dur, mais quand on touche, c'est tout doux. Sur les traces des gnomes, lutins et farfadets. Alors là, on nous donne plein de détails hein, sur les habitats de choix, tout ça.
faire attention à ce que l'on fait, au petit diable l'avarice, à bon entendeur, Richard Elie. Donc voilà, donc là c'est, on va dire, une introduction. Et ensuite on a les gnomes. On va voir si je peux reculer encore un petit peu. Voilà. Regardez-moi cette illustration, comme elle est magnifique. C'est superbe. Quel joli coup de crayon. Oh, j'adore. Trop beau. Waouh. Habitat et mœurs. Alors, je le découvre un peu avec vous, hein, parce que je l'ai reçu, c'est hier, je crois. Et j'ai eu le temps de le regarder comme ça vite fait, mais j'ai pas eu le temps de tourner toutes les pages. Donc, je le découvre en même temps que vous. Il est magnifique. Les gnomes mesurent 3 pommes de haut, soit de 20 à 30 cm, chapeau compris. On sait qu'avec certitude qu'ils peuvent vivre allègrement jusqu'à 6 ans de nos années. Ils sont dotés d'une grande force qui leur permet d'exécuter de nombreuses tâches, qu'on croirait impossibles, vu leur taille, d'une sagesse qu'ils tirent des heures de contemplation de la nature et de leur art unique de fumer la pipe en terre. Enfin, leur petite taille est compensée par une grande agilité, 2 traits physiques bien utiles pour venir au bout de bien des obstacles. Waouh! Effectivement, ils ont l'air forts. Superbe. Regardez-moi ces illustrations. Alors j'aime bien aussi cette idée justement de faire voilà, les petits croquis comme ça en noir et blanc, enfin au crayon, quoi. C'est superbe. Moi j'aime beaucoup. Au pied du vieux tilleul. Donc je pense qu'il y a une histoire à chaque fois. Il est magnifique. Oh, il est beau. Il est trop beau. Au pied du vieux tilleul. Voilà. Fin. Donc oui, on a des histoires en fait. Donc ça, c'est superbe. Ça, c'est génial. On en lira peut-être une à la fin. Hein. On va voir ça. À la ferme. Donc ici, on nous donne des détails. Hein. Voilà. Regardez-moi ce renard, comme il est beau. J'aimerais bien qu'on voie un petit peu plus. Voilà. Oh, c'est trop mimi. Un brownies dans la cave. À la vôtre, mon ami. Et là... Superbe. C'est un très beau livre. Il est magnifique. Je suis en amour devant. Cave et grenier. Donc, on voit encore des détails. Oups, il n'a pas l'air content. C'est d'abord dans les greniers, souvenir de ceux dans lesquels s'entassait le foin, la paille et toutes ces ressources végétales que l'on peut trouver un gnome. On entend parfois la nuit, lorsqu'on s'obtient de faire le moindre bruit, ses petits pas trottés sur les lattes du plancher. Ils sont magnifiques. Alors à chaque fois, il y a des petites anecdotes comme ça. Ne provoquez jamais un gnome qui boira le plus, vous perdriez à coup sûr. Champion de la sieste, certains gnomes ont dormi plusieurs siècles. Barbe et Nuton. Donc là, on a une nouvelle histoire. Donc ça, c'est génial. Oh, magnifique. Offrant des bols de crème. Oh, c'est trop mignon. Le miel est un mets dont les gnomes raffolent. Mais mieux vaut le déposer en offrande que de laisser nos propres bougres tenter de se servir eux-mêmes à la ruche familiale. Ah oui, parce que là, sinon, les petites abeilles, elles ne sont pas contentes. La tradition nous apprend que l'offrande préférée des gnomes est le bol de crème. Une crème bien épaisse, encore tiède, que l'on peut rehausser d'une noisette de beurre. C'est encore mieux. Trop mimi. C'est un superbe livre à découvrir en famille, vraiment.
Waouh, quel coup de crayon, magnifique, regardez ça. Certains gnomes poussent le service jusqu'à la livraison à domicile. C'est bien ça. Une aide impromptue. Alors, c'est de belles histoires. Alors là, qui va arriver les petits moments d'automne, là, avec une petite soupe au potiron ou un bon chocolat chaud, une petite histoire, avec une belle petite ambiance. C'est top. Superbe. Créativité. Le gnome est de toutes les créatures de féerie celui qui a été le plus souvent et le mieux représenté par les hommes. Depuis le Xe siècle, plusieurs statuettes en bois et en pierre témoignent de leur existence jusqu'aux cartes postales de Tonte. C'est un T, je ne veux pas dire de bêtises, qui parsemèrent l'Europe au... Ah, d'accord, la façon que c'est écrit, le siècle, 20e siècle et... Bon, on va pas dire de bêtises. Voilà, ici... Bon, j'ai du mal à lire le siècle ici. C'est pas grave, on continue. Ah, génial, regardez-moi cet enfant. Regardez ça. Dans le jardin aussi, faire preuve de créativité. Dans un parterre fleuri, y déposer quelques statuettes jolies attire la curiosité des gnomes. Plus celui-ci sera travaillé de cachettes, de méandres parsemés d'objets, de souvenirs et de créations diverses et de galets, plus il attirera les êtres de féerie. Oh, j'adore. Madame Gnome adore piquer quelques fleurs sur le dos d'un hérisson. Un peu de coquetterie conférée aux animaux du bois et jardin. Voilà de quoi sont capables les gnomes qui ne manquent jamais d'imagination. Donc on peut dire que quand on croise un écureuil, qu'il a une belle queue bien touffue, bien jolie, qu'on dirait qu'il se l'est peigné au matin, bah, il a croisé un gnome qui a fait une coupe ce matin, hop, voilà. Un petit pas vers l'oubli. Ouh, il y a un petit œil de chat là. Waouh, magnifique. Regardez ça. C'est superbe, hein? La chauve-souris. Et maintenant, on passe aux lutins. Donc, on était dans les gnomes. Maintenant, c'est les lutins. Habitat et mœurs. Les lutins vivent fréquemment seuls, sans être insociables. Ils partagent leur journée avec les animaux qu'ils apprécient particulièrement. Certains vivent aussi en communauté et bien souvent on compte alors des dizaines, voire des centaines d'individus. Bizarrement, les lutins qui vivent en communauté sont bien plus petits en taille que les lutins solitaires, jusqu'à une pomme de haut pour les premières et jusqu'à 3 à 4 pommes de haut pour les autres. Tous les lutins vivent en communauté, arborent fièrement un couvre-chef. C'est là un signe de leur clan. On trouve des chapeaux pointus, des bonnets, des cagoules, encore des drôles de confections mêlant mousse et plumes. Les lutins solitaires, eux, n'ont pas tous un chapeau. Quant aux couleurs, la plupart sont rouges, d'autres verts, gris ou encore bleus. Là aussi, c'est un signe de reconnaissance. Regardez-moi, comme ce livre est magnifique. Donc là, on nous explique qui sont les lutins. Superbe, j'adore. Ils sont aussi farceurs et jouettes qu'ingénieux. Oh, superbe. Bien des choses étranges circulent à leur propos. On raconte qu'ils ne dorment jamais, mais qu'ils s'activent bien plus la nuit que le jour. On dit aussi qu'ils peuvent prendre la forme d'un animal, d'une plante ou d'un simple courant d'air. Certains ne manquent pas d'élégance. Magnifique. Le théroscope. Alors là, on a une histoire. Vie sauvage. Les lutins foisonnent de partout. On en trouve aussi bien en haute montagne que dans les plaines, le long des rivières ou au bord de la mer, dans les profondes forêts ou encore cachés au beau milieu des sillons, des champs cultivés.
Mais superbe. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez lire plus attentivement les petits textes de Richard. Je ne veux pas tout vous spoiler, hein. Déjà de voir les pages les unes après les autres. Si je vous spoil tous les histoires. L'or rouge d'Episki. Je choisirai une histoire ensuite. Farce et lutinerie. Magnifique. Superbe avec ce bois tout autour comme ça. Le lutin. Ça me fait rappeler mon petit lutin. Que j'aime beaucoup. Qui m'accompagne d'ailleurs, hein, puisqu'il est près de moi dans mon salon. Regardez ça. Tout bout de racine cache une humeur lutine. Faire attention quand on fait son jardin. Ne pas attraper les cheveux d'un lutin. Laissons-le tranquille. L'éclabousseur éclaboussé. Ah la bouille. Ah la petite bouille qu'il a. Avec l'escargot. Magnifique. J'aime ce livre. Donc là, c'est une histoire. Métamorphose. Regardez-moi. Comme elle est belle. Comme elle est magnifique. Parmi les formes animales préférées des lutins, le chat, le chien, le lièvre, l'hermine ou encore le rouge-gorge. Ouh, c'est un gros chat. Waouh! Regardez ça. Superbe. Vraiment, c'est magnifique. Quelle magnifique illustration. Elle est belle. Putain, c'est trop beau. Oh, je l'adore. Esprit de la nature, le lutin joue un rôle primordial dans les forêts et bordures sauvages de nos champs. Les lutins sont des êtres protéiformes, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre l'apparence d'un animal ou d'une plante, et cela donne parfois des tableaux assez curieux. Superbe. Un drôle de lièvre. De balles en ronde. Si d'ordinaire les lutins fuient les éjections de toutes sortes, les déjections, oui j'ai bien dit, il en est un qui aime à y danser. Dans les Vosges, les sauterets exécutent leur ronde sur un tas de fumier. Eh bien, le lutin dansant est fier. Il porte habituellement le costume traditionnel de sa région pour se trémousser dessous la pleine lune. Alors là, on voit les différentes danses, hein. Voilà. Magnifique. Mon lutin les rejoint, hein, avec sa flûte de pan, là. Voilà. La pierre des Corrigans. Les farfadets ensuite. Donc c'était les lutins. Maintenant, nous avons les farfadets. Magnifique. Habitat et mœurs. Les farfadets se couchent là où s'arrêtent leurs yeux. Leurs jeux, pas leurs yeux. Leurs jeux. Ils s'y glissent dessous une feuille comme dans les fissures d'un vieux mur, s'endorment entre les racines d'un vieil arbre, autant que sur la mousse légère et moelleuse qui recouvre la pierre. Bizarrement, le farfadet est tout mignon quand il dort. Ils n'ont donc pas de maison, ni de nom de bâtisseur. Ils profitent d'un terrier abandonné ou d'un nid d'oiseaux pour piquer leurs roupillons. Mais là, ils font leur petite sieste là où ils peuvent. Superbe farfadet. Alors une histoire, le cri
Magnifique. Feu, flamme et follet. En Bretagne, Jeannot est un farfadet qui se tient près des ponts. Il aide les gens à traverser contre 2 sous. Celui qui omet de le payer finit le bec dans l'eau. Alors j'ai dit Jeannot, mais c'est peut-être Jeannot. Oui. On procède de même pour sortir les rondes. Voilà, donc ici en Wallonie, c'est chez moi ça. En Wallonie, ce sont les scofures qui ont l'apparence de flamèches que l'on peut apercevoir près des certaines eaux stagnantes. Pour échapper aux fifolettes du Québec, il faut planter un couteau-manche dans le sol, une pratique qui existe aussi en France. Le faux follet se blessant en frôlant la lame déguerpira. On procède de même pour sortir des rondes fatales, des danses criant nos bretons. Donc ici, attention, en Wallonie, ce sont des sculptures qui ont l'apparence de flamèches que l'on peut apercevoir près des certaines eaux stagnantes. Donc on a bien compris, mes amis belges, des copinettes se reconnaîtront, il va falloir qu'on fasse attention. De mille feux. Magnifique. Oh, magnifique, chouette. Les poilus. On en a des poilus. Une large quantité de farfadets ont la peau recouverte d'une épaisse fourrure où des poils hirsutent leur conférant un air sauvage qui va de pair avec leur force et leurs humeurs. On dit que les vélus ont le poil mauvais et qu'ils sont souvent de mauvais poils. Est-ce qu'ils sont du matin? Est-ce que c'est uniquement le matin qu'ils sont comme ça? Ouh, celui-ci est pas commode. Et c'est ça, ces vélus ont parfois des faux airs de faune. Effectivement, il a l'air moins sympathique celui-là. Les marmonneux. C'est encore une histoire. L'invisibilité. Les farfadets sont les moins visibles de tout le peuple lutin. En réalité, ils possèdent toute la faculté de se rendre entièrement invisibles, ce qui les arrange bien quand il s'agit de commettre leurs méfaits. Ainsi, on peut s'approcher d'une mare d'eau groupie sans se douter un seul instant qu'un farfadet se tient aux abords, prêt à vous pousser. Waouh! Enfin, le farfadet est prompt à fuir. On dit qu'il est capable de courir plus vite que le lièvre. Le berger. Une histoire. Les trésors. On raconte que les farfadets cachent les trésors les plus fabuleux. Pour découvrir un de leurs magots, il faut se poster devant une fougère le soir de Noël et attendre qu'elle fleurisse en cette nuit magique. Or, les bijoux sont enterrés profondément ou dissimulés dans les grottes scellées d'une pierre magique. Oh, magnifique. C'est un magnifique livre. Il est magique, il est magnifique, il est rempli de... Il est très beau. Tout ce qui brille dans une histoire. J'ai hâte de découvrir toutes les histoires. Mais on va en lire une ensemble.
Voilà. Tout ce merveilleux petit peuple. Et là, nous avons donc Richard Elie et Charline, l'illustratrice, qui se présentent à la fin du livre, voilà. Et voilà. Alors, c'est une petite pépite hein, qui ne vaut que 24,90 €, que vous pouvez retrouver dans votre petite librairie. Il suffit de le commander s'il n'est pas disponible, ou alors sur le site de l'édition, sur les éditions, donc les éditions Vega, Amazon, la Fnac, enfin voilà. Alors, je vous ai promis une petite histoire. Alors, je vais prendre le livre, je vous montrerai les illustrations. Je vais mettre une petite ambiance comme ça, en attendant que j'ouvre le livre pour une petite histoire. Alors. Alors, je sais déjà un petit peu lequel j'avais envie de vous lire, mais il faut que je le retrouve. J'y suis bientôt. Alors, une aide impromptue. Donc, on a ce magnifique, donc il fait partie de la famille des lutins, hein, si je ne me trompe pas, oui. Voilà. Alors. Alors, je vais vous le lire comme ça quand même. Hein. On va essayer de faire ainsi pour que vous puissiez pouvoir regarder l'image en même temps. Il y avait ce hameau, un peu isolé, tenu à l'écart du village par un tronçon de forêt. On raconte qu'un soir, le père d'une famille qui comptait 7 enfants était rentré chez lui brûlant de fièvre. On dit qu'une heure plus tard, celui-ci se mit à délirer, à halluciner. La pauvre mère ne savait que faire. Il n'y avait pas de docteur à moins d'une vingtaine de kilomètres, et le téléphone n'existait pas en ce temps-là. Envoyer l'aîné chercher de l'aide au village? Il y avait bien la Janine, elle saurait quoi faire, elle qui maniait les herbes comme personne. Le gamin partit du haut de ses 14 ans, s'enfonçant dans la nuit à travers les bois. Il courut jusqu'à perdre haleine, la vie de son père en dépendait. À vrai dire, le sort de toute la famille en dépendait, car seul le père amenait sur la table l'argent qui les nourrissait. L'enfant poussa encore plus loin son effort pour se dépêcher. Chaque seconde comptait. Il fallait atteindre le village, trouver la guérisseuse, la conduire à travers bois jusqu'à leur chaumière. Et si elle n'était pas là? Comment ferait-il? Son père mourrait sans doute. Troublé par cette dernière pensée, l'enfant ne vit pas la grosse branche d'épicéa qui frappa le front. Il s'écroula. Il ne savait pas combien de temps il avait été inconscient. Quelques minutes? Plusieurs heures? Il essaya de se relever péniblement. Un liquide poisseux lui noyait le visage. Du sang, la tête lui tournait, mais il devait reprendre sa course pour sa famille, son pauvre père. Les bras tendus, il commençait à avancer quand une voix s'éleva à côté de lui. « Eh bien, mon garçon, te voilà en fâcheuse posture, dirait-on. » L'enfant regarda autour de lui. Se pouvait-il que le coup à la tête lui ait broyé l'esprit? Il ne voyait personne. « Un peu plus bas, mon garçon. Regarde un peu plus bas. » Baissant les yeux, il vit alors une forme minuscule se détachant peu à peu de l'obscurité pour entrer dans la lumière d'un rayon de lune. Le noir fit place au gris. Le gris laissa transparaître la couleur rouge d'un bonnet pointu, le bleu d'un petit sarrau ventru sur lequel reposait une barbe qui se devinait longue et blanche.
Un gnome, c'était un gnome, un de ceux que sa mère comptait lors de des veillées nocturnes. Chaque enfant de la famille avait été nourri des histoires de gnomes, de leur tour fait aux hommes qui traversaient attendez, je dis des bêtises, fait aux hommes qui traversaient leur territoire du bien fondé des traditions et offrandes, à leur égard qui étaient toujours récompensés. Il se souvint alors que leur mère déposait chaque matin la part du gnome près de la pierre plate qui séparait leur jardin de la forêt. Engaillardi par souvenir, il osa « Aidez-moi, je vous prie, aidez-moi, mon père. Il est malade, une fièvre atroce. » « Et pourquoi devrais-je t'aider, mon garçon ? Ma mère Francine, elle croit en vous. Elle dépose tous les matins du gruau, parfois une belle tartine beurrée couverte de miel, là-bas, sur la pierre plate. »« Tu es l'un des fils de Francine ? Celle qui chante toujours en pendant son linge ? » ?»« Oh oui, c'est elle, c'est maman. Oui, elle chante. Mais si jamais notre père venait à mourir, elle ne chanterait plus. Elle crierait de chagrin comme nous tous. Notre père est quelqu'un de bien, sauvez-le. Si les histoires que maman nous conte sont vraies, vous pouvez le sauver, j'en suis sûre. Allez, mon petit, va, conduis-moi vers ta maison, je te suis. Le chemin jusqu'à la demeure parut long au jeune homme. Non pas que le gnome avait du mal à le suivre, il se déplaçait très rapidement par rapport à sa taille, mais bien plus, plutôt parce que sa propre blessure au front lui faisait mal et qu'il était désorienté par le coup porté à la tête. Mais bientôt, le hameau apparut à la sortie du bois, et il put frapper à la porte de sa maison. « Te voilà ? Enfin, tu aurais déjà dû être de retour depuis une bonne heure. Mais qu'as-tu à la tête ? Tu es blessé ? Et où est Janine ? Tu ne l'as pas trouvée ? » ?»« Je pense que j'ai trouvé mieux, maman, » dit l'enfant en laissant sa place à celui qui se tenait derrière lui. « Mais c'est un... ne put achever la mère, portant les mains à ses joues, bien déconcertée par l'apparition soudaine, l'incarnation de ses croyances. « Un gnome, oui, pour vous servir, madame. Ne perdant pas de temps, où se trouve votre époux ?» La mère entraîna le gnome avec elle jusqu'au lit où était allongé son mari. Celui-ci semblait dormir, mais le souffle qui l'animait faiblement ne pouvait tromper. La fièvre l'avait affaibli si vite, si fort, que sa respiration était devenue lointaine. Le sang quittait ses membres, ses mains pendaient maintenant mollement dans le vide, livide et son visage n'en menait pas moins large. L'homme était déjà loin sur le chemin de la mort. Un immense silence s'installa alors dans la chambre. La mère et son garçon se tenaient quoi, laissant toute place au gnome qui affichait maintenant un visage soucieux, le front encore plus plissé qu'il ne l'était d'habitude. Il fouilla dans la besace qui pendait à ses côtés et en sortit quelques herbes. La mère reconnut de l'archilée, de la spirée et des fruits noirs qu'elle n'osait nommer. « Apportez-moi de l'eau chaude, de quoi faire infuser tout cela. » La femme obtempéra et revint très vite avec une théière remplie d'eau chaude dans laquelle le gnome jeta ses herbes préalablement hachées. Au bout d'une dizaine de minutes, il dit « Voilà, cela suffit. Donnons-lui à boire comme mixture petit à petit tout au long du reste de cette nuit jusqu'à l'aube. L'homme est faible et rongé par un mal que mes herbes devraient pouvoir chasser. » La femme prit une tasse, la remplit de la tisane et, aidée par son fils, fit couler un peu de liquide dans la bouche de son mari. Celui-ci déglutit faiblement, les yeux fermés, mais il se laissa faire. À plusieurs reprises, les mêmes gestes furent posés. Tous trois veillèrent le malade des heures durant. Les heures de veille commencèrent à leur peser de fatigue quand soudainement l'homme se mit à remuer. La mère remarqua alors ses mains fermes, robustes de travailleurs acharnés. Elle avait retrouvé leur couleur. Son visage paraissait plus paisible lui aussi. La magie du gnome avait opéré. Elle en était certaine. Elle se retourna pour lui parler, mais le gnome n'était plus là. Dehors, le chant d'un coq se fit entendre. L'aube, le soleil se levait, la nuit s'en était partie, tout comme la fièvre qui avait failli emporter son mari. Elle croisa alors le regard de son fils, il avait les yeux emboués de larmes. Il se jeta dans les bras de sa mère et éclata en sanglots. «
Viens, dit-elle, on va soigner cette coupure et cette grosse bosse à ce front de garnement. Ils sourirent tous deux. Dans quelques heures, ses autres enfants se réveillèrent. Elle leur préparait du gruau à déjeuner. Et cette fois, elle laissa son fils porter un bol sur la pierre plate à l'entrée de la forêt. Un bol bien rempli, le gnome l'avait simplement mérité. Voilà, magnifique histoire. Alors voilà, c'est une histoire déjà qui est très très belle, mais alors si elles sont tous ainsi, je pense que c'est une jolie histoire avant de dormir aussi. Hein. Voilà, superbe. Voilà, je remercie encore Isabelle de me l'avoir fait parvenir. Il est magnifique. Pour moi, il va être dans ma bibliothèque de petite fille intérieure. Parce que voilà, c'est ma bibliothèque, c'est mon livre. Moi, je l'aime beaucoup. Alors évidemment, j'ai pas de petits-enfants, hein, mais bon, si j'ai des enfants d'amis qui viennent ou autres, je n'hésiterai pas à leur raconter une de ces magnifiques histoires, car je me dis toujours qu'un enfant qui ne rêve pas, qui n'a pas gardé son enfant intérieur, et que en plus, il croit plus ni aux fées, ni aux gnomes, ni aux lutins, dans sa vie d'adulte, ça ne va pas. Moi, je dis qu'il faut y croire toute sa vie. Et c'est ce qui fait que quand on garde son âme d'enfant, on les voit toujours. Voilà. Pour terminer cette petite présentation, voilà, j'ai fini ça comme ça. J'espère que ce livre et surtout l'histoire vous aura plu, malgré mes petits bafouillements à quelques moments. Moi, j'ai pris énormément le plaisir de vous le présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire que si vous l'avez, comment vous le lisez, si c'est une histoire à vos enfants, si c'est pour vous, ou si à un moment donné, vous avez besoin de cette connexion et que vous allez prendre ce livre en plein après-midi pour lire une histoire. Dites-moi si vous l'avez, s'il vous plaît, si vous allez l'acquérir, enfin voilà, tout ce que vous voulez, je répondrai à tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma page si c'est à ma page Instagram, à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et j'ai également Facebook. N'hésitez pas à liker ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve très très vite. Mon petit lutin se joint à moi. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.